OK, merci beaucoup. Je vais commencer pour montrer la vision, la vue de la Terre euh, comme une île. Donc, notre planète, c'est une île dans l'espace et cette vue centrée sur l'Europe, où je suis né en Europe, ça nous donne cette vision dont les astronautes disent un overview effect. Et depuis plus que 20 ans maintenant, j'habite ici en Polynésie et la vision est un peu différente, le perspective est un peu différent. Vous pouvez voir la vision, la vue d'ici, c'est vraiment la planète bleue, donc l'océan, l'importance de l'océan. Plus spécifiquement, je suis sur l'île de Moorea, qui est une île un peu exceptionnelle parce que l'île héberge deux stations de recherche internationales, le CRIO depuis 1971 et depuis 85, l'antenne de l'Université de Californie, la station GAMP sur le côte nord de Montréal. Mais nous sommes sur Montréal à côté, un petit archipel de trois îles avec Tetiaroa au nord, Tahiti, et bien évidemment, nous sommes dans le ZEE énorme et vaste de la Polynésie. Cette petite archipel dont j'ai parlé, c'est intéressant pour la science et pour le développement durable parce que nous avons les trois îles d'une taille différente, d'une petite île privée Tetiaroa, l'atoll, le grand île Tahiti avec bien évidemment une population importante, et entre les deux, Montréal. Et pour nous, je vais beaucoup parler de Montréal parce que c'est une taille le plus petite qui peut représenter quand même la diversité socio-écologique de la société humaine. Donc, il y a aussi beaucoup de capacités scientifiques pour une île polynésienne ou des îles polynésiennes en Polynésie avec un consortium RESIPOL et les organismes de recherche, les six membres fondateurs indiqués sur cette diapo. Euh, et même l'atoll de Tetiaroa, qui est une île privée avec un hôtel exceptionnel, le Brando, qui héberge aussi maintenant une petite station de recherche. Donc, nous avons bien la capacité scientifique sur cet atoll aussi, comme sur Montréal et Tahiti. Euh, et bien évidemment, les atolls sont très vulnérables à certains impacts de changement climatique qu'on a été déjà souligné tout à l'heure en Polynésie, mais si on parlait de Tuvalu, et Tuvalu a fait une... C'est tellement à risque si on fait l'appel de générer un jumeau numérique de tout le pays. Mais il a les possibilités pour éviter le pire. On peut faire appel aux solutions basées sur la biodiversité et la nature pour augmenter la résilience des atolls, comme les îles hautes. Euh, Et aussi, il y a des technologies très intéressantes. On peut exploiter l'océan durablement en protégeant l'océan pour répondre aux besoins et lutter contre le changement climatique. Par exemple, avec la Tetiaroa, l'un des premières îles, est équipée avec cette Seawater Air Conditioning System. Donc, c'est l'objet d'études d'aujourd'hui. Mais je vais continuer sur, parce que Benoît va parler un peu plus de Tetiaroa, sur l'île de Montréal, où, comme j'ai dit, je dirige une station de recherche pour l'Université de Californie. Euh, voilà la station. Et je veux juste noter que c'est une station de recherche scientifique et une université avec, avec beaucoup de recherches interdisciplinaires. Mais aussi, sur le même site, nous avons un centre culturel en partenariat avec une association tahitien, Sepuatitia, qui mène des programmes de recherche sur la connaissance traditionnelle et des programmes d'éducation. Donc, pardon. Donc, il y a la recherche scientifique, comme j'ai dit, interdisciplinaire, y compris l'économie, les humanités, pas que les sciences dures, si tu veux. Euh, Par exemple, avec les États-Unis, comme nous avons l'opportunité d'avoir les financements américains, nous représentons le seul site dans un réseau Long-Term Ecological Research financé par le NSF des États-Unis et le seul récif corallien dans le réseau américain. Et ça soutient une recherche
sur la longue durée, donc sur les décennies, qui est notre aussi important d'avoir les données sur la longue durée et la recherche de longue durée. Et comme j'ai dit, il y a aussi beaucoup de données connaissances locales et traditionnelles sur l'île. Et avec ces deux centres côte à côte, on essaie d'avoir un dialogue ou comment générer ce dialogue entre la culture, la science. Évidemment, utiliser et exploiter ces connaissances plurielles pour l'innovation et plus particulièrement pour l'innovation des actions conservation, développement durable, comment naviguer l'avenir en, en, utilisant ces deux sources de connaissances. Et globalement, les enjeux de développement durable, de justice économique, sociale sont les grands enjeux de notre époque. Scientifiquement et socialement aussi, le challenge, c'est souvent entre les échelles, de très grande échelle et les échelles beaucoup plus petites qui sont quand même très importantes pour comprendre le système. Et bien évidemment, pour les populations humaines, c'est vraiment le local qui est le plus important. Et là, on a beaucoup entendu parler de ça, mais on est capable de faire des modélisations à grande échelle. Et là, ce sont des diapos de 2016. C'était super de voir les diapos tout à l'heure de 2024, en fait même d'aujourd'hui, si j'ai bien compris. Pour prévenir qu'est-ce qui va arriver, pour comprendre qu'est-ce que ça va passer sur une île, il faut avoir cette vision plus grande, évidemment plus large. Donc ça, c'est très important. Mais il faut aussi comprendre qu'est-ce qui se passe à une échelle très petite. Si on parle de blanchissement de corail, par exemple, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'océan, pourquoi il fait plus chaud ou le pH est en train de tomber. Mais quel impact? Pour comprendre l'impact, il faut étudier à l'échelle biomoléculaire les espèces et comment ils vont répondre à ces changements physiques qui vont arriver. Donc, il faut faire les études à l'échelle du planète, mais aussi à l'échelle pour le moins, les molécules, les ADN et les biomolécules, les cellules et les organismes et les écosystèmes. Donc, c'est toute la planète entière down et des génomes d'ADN up. Ça, c'est un challenge scientifique énorme. La complexité, c'est incroyable. Mais la science a développé des approches qui peuvent aborder cette complexité. Par exemple, dans la biomédecine, le cerveau humain, le corps humain est hyper complexe. Mais dans la biomédecine, on a identifié certains systèmes, organismes plus simples à étudier. On peut faire des avances scientifiques plus rapidement. Donc, on réduit un peu la complexité pour avancer notre connaissance. Par exemple, le mûche de fruits. Moi, je suis généticien par formation et mûche de fruits, c'est le système modèle pour la biomédecine. À l'échelle des écosystèmes et de la société, on commence avec le génome aussi, mais on n'a pas besoin d'aller tout à l'échelle de planète entière. On peut aller dans une échelle d'une île, comme un système modèle pour avancer la science. Et après, essayer de répliquer cette connaissance, partager cette connaissance ailleurs. Et là, c'est une opportunité pour les îles du Pacifique, particulièrement les îles plus étudiées, à contribuer les modèles, les données qui peuvent nourrir le jumeau numérique européen et mondial. Donc, il y a à peu près 20 ans maintenant, on a commencé à comment construire le mûche de fruits, si tu veux, à l'échelle d'une île. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on suit une feuille de route développée dans la biomédecine, mais la première chose, c'est identifier tous les constituants, les parties de système. Donc, ce sont les espèces, les organismes, tout. Et on a lancé un programme en 2006 pour séquencer génétiquement, identifier un inventaire complet de toutes les espèces de l'île. C'est une grande collaboration internationale qui s'appelait Biocode. On a complété ça. Après, la deuxième étape, c'est les espèces maintenant identifiées avec ces outils. On peut avoir un observatoire pour voir les interactions entre ces organismes, entre ces espèces. Et ça, c'est les projets observatoires qui sont à l'échelle mondiale, mais nous en impliquent localement. Par exemple, on peut suivre maintenant le réseau de chaînes alimentaires
entre les espèces qui le flux d'énergie dans un système, c'est très important hein, et on peut le faire maintenant plus précisément et pour la longue durée. Après, il faut intégrer toutes ces observations dans les modèles écologiques et sociaux. Et donc, ça, c'est les études de long terme, longue durée de l'écologie écologie et socio-économique. Euh, et tout ça intégré dans un système pour soutenir les décisions. Donc, si c'est pour l'avantage de la population, de la société, cette connaissance doit servir à quelque chose. Donc, comment intégrer tous ces données et ces modèles de connaissances pour aider les décisions, autrement dit, l'intelligence collective de la société. Et là, nous a mené, il y a plus que 10 ans maintenant, à un objectif de, bon, comment intégrer. Peut-être il faut avoir les systèmes numériques. Nous, on a appelé ça un avatar. C'est un représentant numérique de l'île, un avatar de l'île. Et c'est ETH Zurich qui nous a invités à avoir un premier atelier sur le sujet en 2013. Certains parmi nous étaient présents. Marina Poiré était là. C'était inspiré par les smart cities, tout ce qui est modélisation des villes et aussi la médecine avec les avances dans la médecine avec les approches précision médecine. Euh, et notre approche, c'était un peu, comme j'ai dit, avoir tu as les systèmes naturels, tu as les systèmes construits par l'homme qui sont hyper complexes. On peut les simplifier un peu, soit avec une ville ou avec une île plus naturelle. Et après, essayer de comprendre le fonctionnement de ces systèmes pour faire avancer la gestion et les politiques de gestion de ces systèmes. Donc, nous avons publié une feuille de route en 2016 et avec les objectifs de faire cette jumeau numérique, si tu veux, de l'île de Montréal et aussi de Tetiaroa. Et il y a les objectifs et les moyennes. C'était un groupe divers sur le plan institutionnel, mais aussi pour les plus importants sont les scientifiques et d'autres qui font partie. Euh, et entre-temps, les jumeaux numériques est devenu très populaire. Beaucoup d'attention a été développée autour des jumeaux numériques qui viennent plutôt de l'industrie. Euh, et leur importance est bien évidemment reconnue aujourd'hui, y compris pour la recherche. Et là, c'est un exemple des États-Unis, donc pour montrer que les jumeaux numériques sont aussi reconnus par la recherche américaine. L'importance de qu'est-ce que c'est l'observation, oui, mais aussi c'est l'intervention. Donc, il y a cet aspect intéressant d'observer, modéliser, comprendre, et après intervenir dans le système pour le changer, et après observer pour voir quel impact, euh, améliorer les modèles parce que ça ne serait pas comme prévu, et répéter l'intervention. Mais ce qui est très important pour les jumeaux des systèmes vivants, c'est 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 pas un réfrigérateur, une voiture, c'est pas un bâtiment. C'était pas construit par l'homme. Donc, quand on fait un jumeau numérique d'un système vivant, c'est c'est pas un jumeau, en fait, c'est une hypothèse. Donc là, c'est pas un clone du système, c'est une hypothèse du système qui va évoluer. Donc c'est une hypothèse scientifique. C'est très important. Donc, est-ce que c'est possible de faire un jumeau numérique d'une île avec toute cette complexité en être vivante? Peut-être pas, mais il y a des initiatives au Royaume-Uni, par exemple, ils ont un projet pour faire un jumeau numérique de Grande-Bretagne. Donc, il a cette ambition et ils ont le feuille de route aussi qui semble certain en parallèle avec ce que nous avons développé. Euh, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle
est en train de révolutionner toutes ces initiatives, bien évidemment. Donc, quel impact pour notre projet? Aujourd'hui, on peut dire que l'avatar, c'est un peu que Microsoft et d'autres s'appellent une copilot. C'est un outil de soutien des décisions, pas pour faire des décisions, mais pour soutenir des décisions euh, avec un accès beaucoup plus facile maintenant à toutes ces données complexes peut avoir l'aide d'une intelligence artificielle pour aider les humains à prendre les décisions. Euh, et quand on parle de prendre les décisions, il faut poser certaines choses, questions. Et Joachim Claudet, par exemple, les collègues de Creo, ben, ils ont fait, je pense, super exemple de... Il y a des décisions qui, qui peuvent être aidées par la connaissance scientifique et qui peuvent être intégrées dans ces jumeaux numériques. Donc, il a des choses à apporter pour aider les décideurs. Mais l'intelligence artificielle a besoin des données. Et ça, c'est très important. Il faut gérer les données, il faut générer des données euh, et intégrer. Donc, quand on a les données depuis 10 ans, ça reste vraiment le challenge plus important. C'est comment intégrer les données de plusieurs disciplines. Ils ont leur propre approche, leur propre langue socio-économique, environnementale, écologique. Et pour le faire, il faut absolument avoir des standards internationaux. Donc, il faut travailler sur le plan international et interdisciplinaire et les appliquer à l'échelle locale. Donc, c'est un challenge vaste. Il y a des approches de open data. On a parlé de la science ouverte. C'est très important. Les principes fair data sont très connus par les scientifiques aujourd'hui et soutenus par les bailleurs de fonds. Mais il faut poser les questions aussi, si c'est ouvert, qui va gagner, qui va profiter de ce système, même si c'est ouvert. Euh, et là, ouvert, c'est pas toujours juste pour tout le monde. Donc, il faut faire attention un peu et voir qui va profiter de ces données, comment on peut rendre que c'est vraiment juste pour tous les citoyens du planète. Et pour citer Einstein, et je vais terminer bientôt, dans des experts, tous ces données, tous ces modèles, les technologies sont super, mais il faut faire attention de ne pas, les scientifiques, les experts, c'est pas eux qui décident où l'humanité veut aller et le bien commun, l'intérêt commun, qui décide qu'est-ce que c'est le bien commun. Ça, c'est pas vraiment une question des experts, c'est pour les citoyens. Donc, je vais terminer avec, parmi toutes ces études et les technologies qui sont hyper intéressantes, je suis de plus en plus convaincu que l'important, c'est aussi aborder les enjeux démocratiques de qui décide et comment. Euh, et c'est encore plus important avec l'intelligence artificielle générative, parce que pourquoi il faut croire dans ces modèles? Les données viennent d'où? Les modèles viennent d'où? Qui a créé ces données? Pour quel objectif? Oui, peut-être c'est pour l'intérêt public ou pas. Et si les données et ces jumeaux numériques vont informer les décisions, il y aura des gens qui essaient de manipuler le système, évidemment. Donc, comment se protéger? Donc, ces questions sont très importantes et il faut poser ces questions à tous les niveaux de gouvernance, de local à l'échelle d'une commune. Et là, c'est notre priorité ici à l'échelle d'une commune, mais aussi évidemment à l'échelle mondiale. Euh, il y a des modèles dans la démocratie, la science de la politique très intéressants de décisions à l'échelle de citoyens informés par la science et la technologie, des experts, mais où les décideurs sont vraiment les citoyens. Et nous sommes très intéressés à appliquer ces approches et lier avec les jumeaux numériques à l'échelle locale et régionale nationale. Euh, il y a implication entre une échelle locale d'une île, travailler avec une île voisine. Donc ça, c'est peut-être une question de diplomatie, parce que maintenant, on parle entre les deux systèmes, comment ils partagent. Donc c'est diplomatique aussi. On a besoin d'avancer les systèmes
légaux avec, par exemple, les trusts fiduciaires, si on veut des données. Pourquoi je vais avoir confiance ou partager mes données? Il faut les protéger, les institutions. Euh, c'est économique, donc il y a aussi avancé notre façon de gérer notre économie euh, et les systèmes de finances. Il y a beaucoup d'innovations qui peuvent compléter cette transition écologique et avec le soutien, ce qu'on va inclure des jumeaux numériques, mais pas que. Il faut regarder tout le système et peut-être en travaillant avec certaines îles ou certaines villes, on peut explorer ces questions avec les scientifiques et d'autres chercheurs des humanités pour avoir une réponse pour la société. Donc, je pense que je vais terminer là. Merci.